Tous aux urnes, un magazine conçu pour vous permettre de suivre de très près le processus électoral en RDC. Tous aux urnes, vous accompagnez avant, pendant la campagne électorale et après les élections du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Toutes les informations, commentaires et analyses, c'est dans ce rendez-vous. Tous aux urnes, vous êtes acteur politique, candidat à président de la République, député national, député provincial, vous êtes membre de la société civile, libre penseur, serviteur des dieux, mais aussi membre de la Commission électorale nationale indépendante. Voici pour vous une tribune d'expression idéale pour parler du processus électoral, sans tabou. Tous aux urnes, un rendez-vous à suivre de lundi à vendredi, 12h juste, 16h juste et 22h juste, bien sûr, sur Congo Web Télévision. Madame, Messieurs, merci d'être avec nous pour ce numéro de votre émission Tous aux urnes, cela en marge de la campagne électorale qui a débuté depuis le 22 novembre dernier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, comme vous le savez, dans cette émission, on passe en revue l'actualité des candidats, leur vision, l'actualité sur le processus électoral. Nous débattons de cela avec un candidat qui est forcément un invité, qui est forcément un candidat. Pour ce faire, et dans le cadre, cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir Mandak Okende Katako. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci de m'avoir invité. Candidat numéro 153 pour la députation nationale à Moamba et 44 pour la députation provinciale à Limité. Pourquoi vous avez voulu être candidat? Pourquoi j'ai voulu être candidat? Ça fait plus de 10 ans que j'ai travaillé dans l'appareil politique comme conseiller. J'ai été conseiller au ministère de la Communication et des Médias après mon retour au pays en 2008. J'ai été conseiller au ministère à la vice-primature en charge de la reconstruction nationale. J'ai été conseiller au ministère de PTNTIC et aujourd'hui conseiller au ministère des Médias encore. Et c'est fort de cette expérience que j'ai levé l'option après de postuler à la députation nationale. Parce que si nous voulons changer les choses, c'est à l'hémicycle que ça se passe. Donc, il faut faire la loi, il faut s'assurer de la bonne exécution de cette loi pour espérer obtenir des résultats dans le quotidien de nos concitoyens et de nos communautés. Ceux qui vous ont précédé aussi bien à l'hémicycle du Palais du Peuple que dans différents bureaux, différentes salles de l'Assemblée provinciale n'ont pas réussi à mieux faire. Et cela jette un peu le discrédit pour vous qui voulez justement venir également. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons la tâche difficile pour convaincre la population, parce qu'il y a des gens qui nous ont précédés et qui ont échoué. Mais moi, on m'a appris une chose dans la vie. Avant de marcher avec quelqu'un, il faut le connaître. Avant de donner son bulletin de vote à quelqu'un, candidat, député national ou autre soit-il, il faut d'abord connaître la personne, sa vision des choses et sa capacité à matérialiser cette vision. Parce qu'une idée, un projet, on peut le piquer. C'est pour ça que le mot plagiat existe. Mais maintenant, il faut voir la capacité de la personne à matérialiser cette idée. La capacité de la personne à créer une loi et cette capacité à s'assurer de la bonne exécution de la loi. Vous pensez que le problème se trouve plus au niveau des électeurs qu'au niveau des élus? Parce que justement, ces électeurs ne choisissent pas les personnes, ils n'ont pas le temps de mieux connaître les personnes qu'ils choisissent. Je pense qu'en 2006, donc ça faisait pratiquement 40 ans qu'il n'y avait pas d'élection dans notre pays. Et en 2006, on a repris avec la culture des élections.
Nous sommes allés en 2011 et là maintenant nous irons encore aux élections aux urnes le 23 décembre. Donc maintenant la population commence à avoir cette maturité, cette capacité à s'appréhender et avec le recul des temps à se dire qu'on avait voté le discours, le bon parler, le t-shirt ou la bière, mais maintenant il faut faire les choses autrement. Donc maintenant, moi c'est ce que je demande chaque jour quand je suis en contact avec ma base, prenez le temps d'écouter. La fameuse base. La fameuse base. Prenez le temps d'écouter les gens qui viennent et assurez-vous que ces personnes ont la capacité de matérialiser leurs idées. Moi je vais vous sortir des idées ici. Quelqu'un peut le recopier. Par exemple, je vais vous dire... votre circonscription. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose qui m'a vraiment révolté et qui a fait que je prenne en dernière minute l'option vraiment de postuler, de déposer ma candidature. J'étais en Californie aux États-Unis avec le ministre Lambert Mendo Malanga au siège de Facebook. Nous avons eu des discussions avec la haute direction de Facebook. Facebook nous dit deux choses. Facebook, c'est 1,345 milliard d'utilisateurs à travers le monde. 87% d'utilisateurs Facebook sont en dehors des États-Unis, dans les pays comme le vôtre. Pour que Facebook existe, il faut qu'il y ait des gens connectés sur Internet. Alors, le Congo, c'est 2 345 000 km², c'est 80 millions d'habitants, donc pratiquement 80 millions d'utilisateurs potentiels de Facebook. Et Facebook travaille sur deux projets pour voir comment réduire la fracture numérique au Congo. Parce que pour que nous on existe, pour que Facebook existe, il faut qu'il y ait des gens connectés. Donc Facebook était dans un projet où ils étaient en train de mobiliser 340 millions de dollars pour que la RDC soit dotée de son satellite. Et un autre projet pour rejoindre les travaux qui est déjà en train d'être fait maintenant par le gouvernement sous l'accompagnement de la Banque mondiale, la Banque africaine, par rapport à la construction du backbone national. Parce que Facebook avait besoin de ça, par exemple. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'avait pas un cadre légal pour accompagner ces investissements-là. Et moi, de mon expérience au ministère de Petit NTIC, nous avons travaillé sur un cadre légal, un projet de loi, depuis 2012, qui avait été déposé à l'Assemblée nationale. Mais je vous dis, madame, ce projet est passé et devenu une loi il y a à peine 10 jours. Il y a à peine 10 jours. Entre nous, qu'est-ce que la maman maraîchère de Kingabois a à faire avec Backbox, Facebook? Mais je vais vous dire, voilà. C'est ça aussi la difficulté, vous ne vous adaptez pas à la réalité. Très belle question. Non, très belle question. Au fait, c'est parce que les gens ont eu tendance à minimiser les choses que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans la merde. Nous nous sommes connectés à la fibre optique en 2012, au câble WAX. Le Sénégal s'est connecté à la fibre optique. Le Sénégal a créé plus de 30 000 emplois parce que le Sénégal avait un cadre légal qui accompagnait cet investissement. Nous nous sommes connectés, nous, à la fibre optique. Combien d'emplois ont été créés? Je vous dis, même pas 1000. Même pas 1000, madame. Donc la maman maraîchère qui vend à Kingabois aura besoin des gens qui travaillent et qui viennent consommer son produit. Il faut créer l'emploi ici. Il faut créer l'emploi. Et si je vous explique encore une chose qui va vous révolter. Le Sénégal a créé 30 000 emplois. Comment? Le Sénégal a fait la promotion de sa fibre optique et vous avez des sociétés en France qui ont délocalisé leur centre d'appel au Sénégal, à Dakar. Donc ça veut dire qu'ils avaient affaire à une main-d'œuvre qui coûtait 5 fois moins cher qu'en France, mais une main-d'œuvre de qualité, parce que c'était un pays francophone. Or, la RDC aujourd'hui, c'est l'un des plus grands pays francophones. Et les jeunes Congolais qui parlent français sans accent sénégalais. Donc, on aurait eu une bonne fibre optique avec un cadre légal qui accompagne cette fibre optique, la vulgarisation de cette infrastructure. On aurait pu créer aujourd'hui, de 2012 à 2018, plus de 200 000 emplois. On aurait pu avoir 200 000 emplois aujourd'hui. Vous un peu les étapes, parce que pour certains, dans un pays où près de, je crois, 22 millions des personnes sont analphabètes, on doit commencer par là. Quand on est analphabète, déjà on ne sait pas écrire comme ça, et l'écriture numérique devient compliquée. Vous n'avez pas... Madame, vous voyez un peu de... au fait c'est encore une très bonne question. Parce que lorsqu'on se connecte à la fibre optique, lorsqu'on se connecte au numérique, c'est quoi les services qui découlent de ça? Vous avez l'e-enseignement, vous avez l'e-médecine. Donc les gens peuvent maintenant étudier à partir de chez eux, à distance. Parce que vous avez une connexion et toutes les informations passent
par la bande passante. Il faut commencer par les fondamentaux. Pour commencer à utiliser un ordinateur, un iPad ou je ne sais pas moi quoi, il faut avoir les basiques, le minimum. Et la plupart, je reviens sur les mamans de Kingaba, parce que je sais que c'est votre circonscription limitée et tout. Oui. Ces mamans-là, pour la plupart, n'ont pas aussi ce basique, ce minimum-là. Madame, c'est difficile. ces mamans vendent les matembele pour faire étudier des enfants. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les mamans vendent les matembele pour faire étudier des enfants. Ces enfants terminent leurs études et à la fin reviennent dans les maisons de leurs parents parce qu'ils n'ont pas trouvé d'emploi. Et en même temps, le temps n'attend pas, tout ne s'arrête pas, les mamans vieillissent, les mamans s'amortissent, mais maintenant elles sont obligées de nourrir des gens qui ont fait des études grâce aux sous des matembele et qui auraient dû trouver un emploi pour s'occuper de leurs parents. Pour s'occuper de leurs parents, ça c'est une chose. Que les mamans ne soient pas adaptées au numérique. Mais la génération qui vient après, les enfants qui vont à l'école, ils doivent être en mesure de s'occuper de leurs parents et en même temps de leurs enfants et de leur payer les études. Donc aujourd'hui, moi, ma campagne s'est axée sur ça. Il faut créer l'emploi pour booster l'économie et booster la croissance. Et pour faire cela, il faut envoyer les meilleurs de notre communauté, de notre société, à l'Assemblée nationale, qui seront capables d'imaginer les meilleures lois qui accompagnent l'investissement au Congo. Manda Kokende Katako, candidat numéro 153, Moamba pour la députation nationale et numéro 44 pour la députation provinciale limitée. Alors, vous êtes souvent sur le terrain, vous échangez avec votre base, fameuse base. Oui. Quelles sont les questions qui reviennent souvent? Les préoccupations? Qu'est-ce que cette base? Qu'est-ce que ces différents contacts? Qu'est-ce que ces gens vous disent? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Non, en fait, c'est pratiquement la même chose qui revient. On a eu à investir pour faire du pays un cadre approprié à l'investissement. Pour avoir des routes, pour avoir, oui, c'est parce que on n'a pas eu les meilleurs élus à l'Assemblée nationale. Pour avoir les routes. Ça se passait plutôt du côté de l'exécutif, hein? Oui, mais c'est l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire et l'Assemblée nationale contrôle l'exécution du budget affecté à l'exécutif. Lorsque les députés ne font pas ce travail, comment voulez-vous que les autres se disent en conclusion qu'ils sont en train d'évoluer? Ça, c'est la chose que je répète souvent à ma base. Lorsque quelqu'un investit dans la démocratie, ça veut dire que cette personne aime son pays. Parce que les pères fondateurs de la démocratie ont été assez clairs. Une personne qui détient tous les pouvoirs, aussi bonne soit-elle, elle devient méchante. C'est pour ça qu'on a développé la théorie des séparations de pouvoir pour qu'un pouvoir arrête un autre pouvoir. Vous êtes dans l'exécutif, vous avez un parlement qui vous dit stop. Est-ce que vous exécutez correctement les choses? Lorsque vous débordez, vous avez l'appareil judiciaire qui vous pose des questions et si les réponses ne sont pas bonnes, vous êtes mis au frais. C'est justement pour que les gens apportent des solutions aux besoins de la communauté. Donc aujourd'hui, ça se passe au niveau de l'hémicycle. L'hémicycle, l'Assemblée nationale, donc le Parlement, Assemblée nationale, Sénat, peut faire booster les choses dans ces pays. Quelles sont les questions qui reviennent souvent? Les questions que cette base vous pose à chaque fois que vous êtes sur terrain? Oui, nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin d'étudier. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que c'est ça le travail d'un député, que de créer l'emploi? Quelles sont vos réponses quand il y a des questions comme ça? Mais oui, bien sûr, c'est ça le travail. C'est ça le travail du député. De créer le travail. La plupart, la difficulté qu'on a aujourd'hui aussi, c'est ces candidats députés vendeurs d'illusions, vendeurs des choses dont ils ne sont pas capables de faire, des choses qui ne cadrent pas avec l'exercice de la fonction de député. C'est ça aussi la difficulté. Je ferai un pont, je donnerai des tables, je paierai les maternités de vos enfants. Et ça aussi le travail. En fait, là, vous me ramenez à ce que j'ai dit au départ. Il faut avoir les idées et la capacité à matérialiser ces idées. Donc un député qui vient, qui vous dit « je veux créer un pont », oui, mais vous allez le créer comment? Vous allez le créer comment? Lorsque on vous demande, lors de vos vacances parlementaires, de descendre sur terrain, parce qu'au fait, c'est ça la vérité. Vous prenez des vacances parlementaires, vous descendez sur terrain pour vous imprégner des problèmes de vos communautés. Et c'est ces problèmes-là que vous ramenez au niveau de l'exécutif pour avoir un budget de fonctionnement de l'État qui cadre avec les besoins de vos communautés. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez en face des gens qui n'ont pas des idées, des bonnes idées,
d'imagination de loi ou la meilleure capacité d'encadrer, d'accompagner l'exécution de cette loi, mais ils vont dans le show. Ils vont dans le show, ils vont dans du terre-à-terre. Mais en même temps, ces gens-là peuvent vous dire, oui, je veux voter pour toi, je veux te donner une voix, en retour, qu'est-ce que je gagne? Oui, mais on m'a posé la même question. Parce qu'il ne faut pas oublier l'hémicycle, les émoluments, c'est en termes de 5 000 $. Et ensuite, mais quand il peut te dire, oui, je veux bien te donner ma voix, mais moi, qu'est-ce que je gagne? Mais oui, mais moi, on m'a posé la même question. Moi, je dis, mais vous allez me donner votre voix, vous me donnez votre voix, et qu'est-ce que vous gagnez en échange? Mais il faut qu'il y ait de l'emploi ici pour vos jeunes gens. Il faut qu'il y ait de l'emploi ici pour nos jeunes qui finissent à l'école. Et ça passe par l'imagination. Donc aujourd'hui... Et l'imagination ne passe pas forcément par l'hémicycle. Au fait, on a besoin d'envoyer des gens qui ont de l'imagination à l'hémicycle. Parce que c'est ça le cœur, c'est ça le moteur, c'est ça le carburant qui fait tourner le moteur de la République. C'est ça le carburant. L'hémicycle, c'est le carburant qui fait le cœur, qui pompe le sang pour faire tourner le moteur de la République. Donc il faut qu'il y ait de l'imagination dans l'hémicycle. Qu'on soit capable d'imaginer des lois qui vont permettre aujourd'hui à booster l'économie numérique. L'économie numérique, c'est 12 milliards de dollars dans les budgets sud-africains. C'est 120 milliards d'euros dans les budgets français. Il faut qu'on ait des lois qui soient capables d'accompagner, d'encadrer l'investissement ici au Congo, de faire du pays un cadre approprié à l'investissement, faire le contrôle du bon déroulement de construction, des routes, des bâtiments. Combien de kilomètres carrés des bâtiments nous avons ici pour accueillir les sociétés? C'est ces lois-là qui vont créer des zones franches, des zones d'exception pour encourager les investisseurs à venir. Et ça se passe au niveau de l'Assemblée nationale. C'est le cœur de la République. Alors quand c'est cette base-là, je vous pose la question de savoir pourquoi cet engouement autour de la députation nationale, voire même provinciale, plus de 15 538 candidats. Tout le monde y va, ils sont artistes, ils sont comédiens, ils sont... comment vous justifiez ça? Et je vais vous dire une chose, madame, je vais vous dire une vérité. Je vais vous faire une confidence, peut-être ça va passer à la télé, tout le monde suivra. C'est en direct. Moi j'étais, oui, c'est en direct, tout le monde suivra en direct. Au fait, moi j'étais à 2 doigts de retirer ma candidature. Quand j'ai vu tout ce monde qui défilait, qui déposait leur candidature, et qu'on savait bien qu'ils n'avaient aucune capacité à créer une loi et aucun courage, aucune capacité à contrôler un ministre. Des gens dont on sait bien qu'ils baisseront la tête face à un ministre, qu'ils baisseront les yeux face à un ministre. Lorsqu'on a vu ces gens s'aligner, moi j'étais à 2 doigts de me retirer. Et ma conscience, ma conscience m'a dit, m'a dit, Mandak, tu te retires, ça va être la merde. Ça va être la merde. Vous allez, pas des gros mots, on est en direct. Excusez-moi. Ça, c'est la deuxième fois que vous revenez sur ça. Donc, vous vous retirez, ça sera le chaos. Parce que vous aurez tous ces incapables à l'hémicycle et vous connaissez la suite. Donc finalement, et pourtant, on a eu des capables, on a eu des intellectuels, on a eu des licenciés, on a eu des docteurs dans ce pays. Je vais vous dire et dans le gouvernement. Ils nous ont montré le limite. Maintenant, c'est le temps de tout le monde. Madame, je vais vous dire un truc. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont échoué que finalement il faut banaliser la fonction, il faut banaliser le rôle du député. Dans des pays comme la France, vous avez un diplôme de recherche DEA par exemple, et puis vous avez un diplôme de CES pour aller dans la pratique. Et jamais, ou presque jamais, vous verrez un professeur ou un chercheur venir dans la pratique. Donc c'est important le parcours de la personne qui sollicite ses rôles à jouer. C'est important le parcours de la personne qui sollicite cette participation. Il faut voir le parcours des gens. Ce n'est pas parce qu'on est professeur qu'on a forcément la capacité à créer des lois et à s'assurer de la bonne exécution de ces lois et à s'imaginer des lois qui vont innover des questions de société. Vous décriez la capacité ou la faible capacité de certains candidats qui sont pourtant alignés par des partis politiques de renom. À votre avis, pourquoi ces partis alignent-ils ces gens-là? Madame, nous sommes aujourd'hui, ça c'est la partie que pas mal de gens ne veulent pas prendre en considération. Nous sommes allés en 2006 aux élections. Nous sommes allés en 2011 aux élections. Là, nous allons encore aux élections. Je vous dis, le peuple congolais est devenu mature.
Le peuple congolais est devenu mature. Il y a des gens qui sont restés dans les vieilles recettes. Le show politique, du théâtre. Mais les vieilles recettes, ça ne passera pas cette fois-ci. Ça ne passera pas. Les gens vont regarder la capacité de la personne à imaginer des solutions pour les problèmes de la communauté et sa capacité à travers son parcours, à travers son environnement, à exécuter, à s'assurer de la bonne exécution de ses idées. Le vote en RDC un peu partout en Afrique est sociologique. Peut-être que c'est sur base de ça que la plupart des présidents, de secrétaires généraux des partis politiques ont décidé de mettre par là. Parce qu'un musicien, par exemple, face à un intellectuel que vous êtes, aura peut-être plus de facilité à attirer un grand monde que vous. C'est ça aussi l'évidence, c'est ça la réalité électorale. Je vous dis, pour la première élection en 2006, ça pouvait être vrai. La deuxième fois, on pouvait dire, bon, les gens vont encore réfléchir. Ils n'étaient pas là, hein, les musiciens, les comédiens, ils n'étaient pas là parce que justement, c'était quand même assez prestigieux. C'est comme ça qu'on présentait l'Assemblée. Madame, il n'y avait pas ces comédiens qui passaient à la télé, mais c'était une autre forme de comédien. Donc les gens aujourd'hui, ils ont tiré les leçons. Vous avez des gens qui ont fait le show ici à la télé, des gens qui ont hurlé dans toutes les rues de la ville, de Kinshasa, mais à l'Assemblée nationale, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Vous avez des gens qui ont été envoyés à l'Assemblée nationale. Ils ont été envoyés à l'Assemblée nationale pour défendre leur circonscription, pour défendre le peuple. Ils ne l'ont jamais fait à l'Assemblée nationale. Ils se sont retrouvés dans la rue, en train de faire la politique dans la rue, là où rien ne s'est décidé, là où les budgets ne s'est décidé même pas, là où tu ne pouvais même pas présenter le problème de ta circonscription, alors que tu avais une tribune à l'Assemblée nationale pour présenter tout cela. Ils ont vidé les salles, ils ont quitté l'Assemblée nationale pour aller faire la politique dans la rue. Et aujourd'hui, les gens tirent les leçons. Les gens tirent les leçons, les conséquences de tout cela. Je vous assure que c'est 23 décembre. Moi, je l'ai dit même à ma base, aux gens de ma circonscription. Je dis, aujourd'hui, il y a des problèmes de faim, il y a des problèmes d'emploi. Mais demain, si vous faites un mauvais choix, ça sera pire que ça. Les gens vont être obligés de se trimballer dans cette ville avec des bonbons d'oxygène pour respirer. Parce que maintenant, nous sommes dans des projets de développement durable. Il y a le problème de la couche d'ozone, il y a le problème d'eau, il y a le problème de la forêt équatoriale qui doit permettre à la planète tout entière de respirer. Donc, c'est des questions qui demandent des grandes capacités. Des grandes capacités. Vous envoyez les acteurs, les hommes du théâtre, là-bas à l'Assemblée nationale, vous allez payer 100 $. On fait les études, hein, on n'a rien contre eux. Hein, parmi eux, il y a des avocats, il y a des médecins. Donc, mais sauf que peut-être le théâtre est une passion aussi. Hein. Oui. Le théâtre est une passion. Le théâtre est une passion et la politique en est une aussi. Donc, la politique, c'est une affaire des passionnés, des gens qui croient en leur politique. Quelqu'un qui s'est fait élire aujourd'hui, qui veut se faire réélire 5 ans plus tard. Donc la personne est obligée de poser des actions. La personne est obligée d'agir. La personne est obligée de trouver des solutions aux problèmes de sa circonscription pour qu'elle soit réélue. C'est une passion la politique. Ça ne s'improvise pas. Donc, ceux qui sont dans le théâtre, qui sont passionnés du théâtre, laissent les passionnés de la politique faire la politique. Nous sommes aujourd'hui dans ces problèmes. Nous sommes aujourd'hui dans ces problèmes parce qu'on n'a pas laissé les passionnés de la politique faire la politique. Tout le monde est venu et voilà le résultat. Encore que seule la passion ne suffit pas pour faire la bonne politique. Mais oui, il faut avoir la capacité qui va avec la passion aussi. La campagne a commencé depuis le 22 novembre. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées jusque-là, 8 jours après ou 6 jours ou 8 jours 6 jours après, presque une semaine après. Moi, en fait, je me suis rendu compte que ce que j'imaginais dans ma tête par rapport à la base que j'avais, par rapport à l'adhésion qu'il y avait autour de moi, en fait c'était plus que ça. C'est tout ce que j'ai découvert depuis que la campagne a commencé. J'ai découvert combien les gens pouvaient se mobiliser autour de moi, combien les personnes pouvaient se mobiliser autour de mon projet, combien les personnes pouvaient se mobiliser autour de mon combat. Donc jusque-là... Votre rôle sur les roulettes, vous n'avez pas à vous plaindre, il n'y a pas de tracasserie. Au fait, quand on a le... Il y a la liberté de réunion. Oui, il y a la liberté de réunion. Moi, je fais mes réunions, je vais vous dire, j'ai eu une réunion il y a 5 jours à Matete à 1 h du matin. C'était dans la rue. C'est dans la rue parce que toute la journée j'avais des réunions et finalement ma base des Matete qui disait non, honorable, aujourd'hui vraiment on doit être avec vous. Vous êtes déjà honorable. Bon, vous savez, c'est comme ça que la base, sûre de son combat et du soutien qu'elle vous apporte, elle anticipe déjà. Donc honorable,
on voit, j'ai dit 10 réunions dans la journée, même à 1h du matin, on ne bougera pas. Et j'étais à Matete à 1h30. Il y avait les chaises, c'était dans la rue. Il n'y a eu aucun problème. J'ai critiqué ce qu'il fallait critiquer. J'ai cité des noms. J'ai cité des noms des gens qui ont été incapables de faire quoi que ce soit pour la communauté. Donc j'ai eu tranquillement ma réunion de bout en bout. Vous allez nous en citer également, hein, quelques noms qui ont été incapables là, de faire quelque chose pour la communauté. Mais bien sûr, je ne vais pas me gêner, madame. Mais on va parler par rapport à ce discours. On y croit maintenant, tout le monde croit fermement qu'on va aller aux élections le 23 décembre prochain. Votre discours par rapport à la machine à voter? Parce que les uns disent oui, avec ou sans la machine à voter, on y va. D'autres maintenant, certaines voix se lèvent pour demander allez voter, mais demandez le bulletin. Est-ce que cette situation peut faire peur ou à tel point qu'on risque de... Votre discours, qu'est-ce que vous dites à votre base par rapport à la machine à voter? Moi, je suis candidat. Moi, je suis candidat. Les politiques, la société civile avaient donné un travail à une institution qui est la CENI. Donc, en réalité, c'est la CENI qui décide de comment nous irons aux élections. Alors, quand la CENI me dit nous irons aux élections avec la machine à voter, moi je vais aux élections avec la machine à voter. Quand la CENI, qui est une institution indépendante, me dit que nous irons aux élections sans la machine à voter, ben j'irai aux élections sans machine à voter. Moi, je n'ai rien à dire sur la machine à voter. La CENI est une institution indépendante dans laquelle on retrouve l'opposition, la majorité et la société civile. Donc s'il fallait bloquer la machine à voter, la décision aurait dû être prise en plénière là-bas à la CENI. Donc moi je suis candidat, si la CENI me dit on va avec la machine à voter, je vais avec la machine à voter. Mais ça ne vous fait pas peur de voir que cette question continue à quelques jours, à quelques semaines de l'élection, à continuer de diviser la classe politique? Il n'y a pas risque pour que tout dégénère le jour même du vote? Non, la classe politique n'a même pas à être divisée, parce que nous avons une institution, Au fait, ça c'est des astuces. C'est des astuces. Aujourd'hui, il faut voir sur terrain. On est à combien? Combien de personnes descendent sur terrain maintenant? Combien de visuels sont placardés dans les rues, les banderoles, les affiches? À chacun sa stratégie, hein? Oui, à chacun sa stratégie. Si vous avez beaucoup de moyens, à chacun sa stratégie. À chacun sa stratégie. Mais oui, mais moi j'ai fait du porte-à-porte et je vous dis, je croise personne. Je croise personne. J'entre dans une parcelle, je ressors, personne n'entre après moi. Vous ne passez pas les mêmes heures quand même, c'est pas au même moment. Peut-être que tu passes 2 heures, 1 heure après, quelqu'un d'autre passe, vous n'en saurez rien. Mes équipes font pareil. Le soir, on fait le point. Vous avez croisé qui là-bas? Personne. Il faut la permanence. Et là, vous comprenez. Et là, vous comprenez, madame, pourquoi il y a ces astuces. Non, non à la machine à voter. Ah, on va avec la machine à voter. Non, on ne va pas avec la machine à voter. Non, non, moi je suis candidat. Moi, la CENI me dit je vais avec la machine à voter. J'irai avec la machine à voter. La CENI me dit on ne va pas avec la machine à voter. J'irai pas avec la machine à voter. Mais ma base, elle s'y prépare. Elle veut qu'on gagne ces élections. Elle veut que les choses changent. Elle veut que les lignes bougent. Nous allons faire bouger les lignes. Nous allons changer les choses. Et nous, on est prêts. On est prêt, on est dans la campagne, on est prêt à aller jusqu'au bout. Alors c'est vrai que la machine ne vous inquiète pas, mais il y a quand même, on remarque dans le chef des certains militants, il y a cette guerre-là. Est-ce que vous avez, vous, été victime de certains antivaleurs comme on dit qu'on déchire vos t-shirts ou vos banderoles? Est-ce qu'il y a eu des cas comme ça que vous avez eu à déceler lors de vos différentes descentes? Mais au fait, on fait écho de ça, justement. Oui, au fait, jusque-là, non. Jusque-là, non. Mais je vois quand même, il y a des essais où tu repasses, tu trouves des affiches à moitié déchirées. Mais on comprend bien. Il y a des amis qui n'ont pas encore commencé la campagne. Et on comprend bien, par moments, ça peut énerver. On dit, bah, pourquoi celui-là, il est présent et moi, je ne suis pas présent. Le soir, en rentrant à la maison, bon, hop, je tire 2, 3 affiches. Parce qu'on est énervé, c'est un coup de colère. Juste des jaloux, rien d'organisé, pas des bandes organisées. Non, à votre avis, c'est juste des gens aigris. Moi, je vous dis, moi, j'ai vu pratiquement, moi, je suis pas très loin du siège de l'UDPS. Je suis pas très loin du siège de l'UDPS. Et tous ces jeunes gens me connaissent très bien. Mes banderoles sont là, mes affiches sont là. Donc, rien n'est enlevé, rien n'est déchiré, rien n'est supprimé, rien n'a été descendu. On va très bientôt commencer à aller lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Mandat 4, vous soutenez quel candidat président? Je soutiens quel candidat président?
je suis candidat de l'Alliance. Donc, automatiquement, j'ai voté. Quelle alliance? Mon regroupement s'appelle Alliance, qui est dans le FCC. Donc, je voterai pour Shadari, évidemment. C'est facile de battre campagne pour Shadari à Kinshasa? Madame, il y a des choses, il faut expliquer aux gens clairement les choses. Et c'est ce que moi j'explique à ma base. J'ai dit, Joseph Kabila, il a mouillé sa chemise en 2006 pour qu'il y ait des élections dans ce pays. Parce que Kabila voulait qu'un pouvoir arrête son propre pouvoir. Il voulait avoir un parlement qui soit capable de lui dire, Monsieur le Président, avec votre exécutif, ici nous pensons que les choses n'ont pas été correctement faites. Si Kabila n'avait pas la passion du Congo, il n'allait pas s'investir pour la démocratie. Quand on s'investit pour la démocratie, on veut avoir en face un pouvoir qui arrête son propre pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, peu importe la personne qu'on aura à la présidence de la République, si on n'a pas un pouvoir en face, si on n'a pas des députés courageux, si on n'a pas des députés visionnaires, qui ont de l'imagination, qui peuvent dire, regardez dans le blanc de l'œil un ministre et lui dire, monsieur le ministre, vous ne faites pas correctement votre travail. Si on n'a pas ces genres de députés à l'hémicycle, rien n'avancera. Rien n'avancera. Donc, Kabila s'était investi pour la démocratie et aujourd'hui nous sommes dans la continuité. Il faut maintenir la démocratie, mais il faut envoyer le meilleur d'entre nous. Et même par moments en rigolant, j'ai dit souvent aux amis, j'ai dit même à ma base, moi, dans ce pays, pour moi, il n'y a ni opposition, il n'y a ni majorité. Nous sommes une grande famille. Moi, ma mère était secrétaire générale de l'UNC, Odette Babandoa, secrétaire exécutif de la DCUD qui avait demandé, qui avait lancé la pétition pour que le cardinal Moussembo soit candidat président de la République. Elle est de l'opposition, opposition radicale. C'est ma mère, je rigole avec elle, je mange avec elle. Alain Chekomba, l'homme qui veut abattre la machine à voter, que je soutiens, c'est mon oncle, mon grand frère, j'ai grandi avec lui, dormi sur le même lit. Donc dans ces pays, il n'y a pas, c'est autant pour Félix Tshisekedi, autant pour les autres. Dans ce pays, nous sommes une grande famille tous, mais maintenant, il faut prendre le meilleur d'entre nous dans la famille pour apporter des solutions aux problèmes de la communauté. J'ai dit à mes gens, j'ai dit à mes bases, si quelqu'un vous dit, vous pose des questions sur vos tendances politiques, vous êtes de quel parti? Vous êtes de l'opposition ou de la majorité? Ça veut dire que ces députés-là n'ont aucune solution. Non, ce sont des députés qui veulent s'assumer. Maintenant, là, on voit certains qui cachent. Non, il faut qu'on le sache. Oui, mais bien sûr, il faut le savoir. Madame, autant on a des gens bêtes dans la majorité, excusez-moi l'expression, autant on a des gens bêtes dans l'opposition. Autant on a des gens intelligents dans la majorité, autant on a des gens intelligents dans l'opposition. En France, Macron, il a pris à gauche, à droite, les neutres. Ils ont formé un gouvernement. Et ça n'a pas commencé par Macron. Hollande a fait la même chose. Nicolas Sarkozy a fait la même chose. Et dans notre pays, ici, les débats n'est même pas sur le plan des idéologies. Même pas sur le plan des philosophies. On n'est pas encore à ce niveau-là, mais ma question est celle de savoir, est-ce que c'est facile de battre campagne pour Shadari à Kinshasa? C'est compliqué quand on n'a rien à dire. C'est compliqué quand on n'a rien vu se faire dans ce pays. En 2008, lorsque le président de la République, le président Kabila, a lancé le 5 chantiers, je me souviens, un ami belge m'a appelé de Bruxelles. Il dit, Mandak, pour avoir passé un coup de fil à Khrouchtchev, Lumumba a été tué. Et vous, vous signez avec les Chinois une histoire de 5 chantiers contrat minerai contre infrastructure. Mais si Kabila n'avait pas tenu, il aurait abandonné ce projet. Mais moi, j'étais conseiller chargé de la communication des 5 chantiers à la vice-primature en charge de la reconstruction. J'ai vu dans les détails comment les routes étaient en train de naître, comment la forêt équatoriale était en train d'être percée pour que les routes soient construites, pour que les régions soient reliées. J'ai vu le pont, j'ai vu Pozo, j'ai vu Luangue, j'ai participé à ces inaugurations, l'hôpital du cinquantenaire. Mais alors, pour le reste, Kabila voulait avoir des gens en face qui assurent les suivis du travail, le contrôle. Et ces gens-là, on les appelle les députés, les élus, les parlementaires. Donc cette fois-ci, il faut envoyer les meilleurs d'entre nous au Parlement. Peu importe le président qui sera en place, il faut envoyer les meilleurs d'entre nous au Parlement. Et c'est ce qu'on explique à la population. C'est ce qu'il faut expliquer à la population. Merci beaucoup d'avoir été de notre. On me fait signe, c'est vraiment la fin de cette émission. Je vais vous donner 1 minute d'expression libre. Je ne veux pas poser la question, je vais vous laisser
face à la caméra, vous adressez à votre base de Moamba, mais également de Limité. Donc, face à la caméra, je m'adresse à ma base de Moamba, à ma base de Limité, Matete, Kisenso, Ngaba, Lemba. Il est grand temps que les choses avancent, que les lignes bougent. Notre circonscription Moamba est une circonscription qui a vocation à être la première circonscription du pays. Nous avons plus d'universités chez nous, nous avons une zone industrielle, ça veut dire que avec les jeunes gens qui vont à l'école, avec l'emploi qui est focalisé dans la zone industrielle, nous sommes une zone qui a vocation à émerger. Seulement, nous devons envoyer le meilleur de nos enfants, le meilleur d'entre nous à l'Assemblée nationale pour défendre cela, pour booster cela. Et de Moamba naîtra le dynamisme même de la ville de Kinshasa et du pays. Nous devons envoyer les meilleurs d'entre nous. Voilà, je vous demanderai de voter massivement, de vous investir, de vous mobiliser et de créer une forte adhésion autour de ma candidature. Parce que nous avons besoin de ça. Parce que j'ai la capacité de regarder droit dans les yeux, dans le blanc de l'œil, un ministre lui dire « Monsieur, vous avez mal fait votre travail ». Donc mobilisez-vous et maintenez le travail. On continue à retrousser les manches pour ça. Le même message, mais en lingala. Et on va vraiment clôturer par ça. Voilà. Donc, nalobi awana bana ya Moamba, bana ya Matete, Limete, Kisenso, bana ya Lemba, bana ya Ngaba, bomi mobilisé. Parce que mboka na biso circonscription na biso ya Moamba, eza circonscription oyo ebengama ezala moteur ya développement ya ville à Kinshasa, moteur pe ya développement ya Congo. Toza na ba université koleka ba coin nyonso ya mboka ya Congo. Toza na ba zone industrielle et pas na biso. Lelo ba moteur ya ba zone industrielle ebele elali ezo tourner te parce que ba investisseur bazo yate. Biso nde lelo toza na capacité ya ko pesa pouvoir na ba député oyo ba kozala na capacité ya ko imaginer ba solution pour que ba moteur wana ait démarré. Bana o ba okende classe na ba université oyo eza na Moamba, bango wana pe ba na facilité ya ko kende na ba industrie eza na Moamba parce que to ko apporter ba solution na redémarrage ya ba industrie wana. Donc, bomi mobiliser autour de la candidature nanga, n'engé boza komi mobiliser toujours les lots parce que makambu il faut bouger. Naza na capacité à côté la ministre na misu. Pe ko ebisaye monsieur le ministre Osali Moussala Mabe. Mbongo oyo parlement pesa kiyo yango wana tende au dépenser pour l'exécution ya construction ya ba route, ya école, to ya ba projet. Naza na capacité wana. Boyebi yango et bosala ke bande comme sous sebele bayeba. Merci. Merci beaucoup, Manda Katako, candidat numéro 153, circonscription Moamba, et numéro 44, là c'est pour la députation nationale, numéro 44, député, candidat député provincial pour le compte de la commune de Limité. Merci d'avoir Merci de m'avoir donné cette opportunité. Merci aux téléspectateurs, merci de continuer à faire confiance dans votre chaîne. Candidats, députés provinciaux, nationaux, présidents, appelez-nous et on vous donnera un espace pour présenter votre vision et vous adresser à votre base. On se dit au revoir et à très bientôt.